Toutes et à tous. Alors, désolé, j'ai perdu un peu ma voix, je m'en excuse auparavant, mais vous allez devoir me supporter pendant une vingtaine de minutes le temps que je fasse ma présentation. Tout d'abord, merci beaucoup d'être venu ce matin pour la deuxième journée toulousaine de marketing, événement qui a été lancé l'année passée et que nous espérons pouvoir renouveler chaque année maintenant sur des thématiques marketing différentes. Merci de venir donc à PSM. Certains d'entre vous l'ont appris peut-être aujourd'hui, mais nous avons changé de marque, nous avons changé de nom et nous sommes ex-IAE Toulouse et nous sommes maintenant Toulouse School of Management. Et donc aujourd'hui, nous espérons que c'est une bonne stratégie, mais nous en sommes relativement convaincus. Nous espérons que vous allez tous passer une bonne journée en notre compagnie. Ce matin, il y a deux ateliers qui vont se tenir. Un premier atelier donc, sur la thématique du bien-être et de l'expérientiel dans les services, qui sera co-animé donc, par M. Delpi, responsable marketing des services en gare de Gare et Connexion, et moi-même, Julien Grobert, chercheur à TSM Research. Et un deuxième atelier qui portera sur la co-création et qui sera animé par Madame Bédéra, donc, qui est maître de conférence ici à TSM, et M. Johan Melamed, qui est le cofondateur de la plateforme Agorize, qui permet la co-création en ligne. Et il présentera certainement la plateforme mieux que je ne le fais. Durant l'après-midi, il y aura deux tables rondes qui seront également organisées avec d'autres speakers sur des thématiques à peu près similaires, mais cela permettra d'élargir le débat. L'idée ce matin, c'est de vous présenter des recherches qui ont eu lieu sur un sujet très spécifique, et ces recherches seront mises en perspective par rapport à une approche opérationnelle, par rapport à une entreprise. Donc vous pourrez voir comment nous, chercheurs, nous travaillons avec les entreprises et pourquoi les entreprises ont éventuellement besoin de travailler avec nous, sachant que nous sommes très demandeurs de terrain réel et donc nous aimons travailler avec les entreprises. C'est un message que vous allez entendre dans le courant de la journée, mais n'ayons plus peur de travailler ensemble pour nos projets recherche. Ceci étant dit, donc la première présentation porte sur le bien-être expérientiel dans les services, et donc vous avez les deux speakers ici, je ne vais pas me représenter. Concernant le contexte de la recherche, il faut savoir qu'au niveau de l'expérientiel, c'est quelque chose qui est de plus en plus vrai dans le monde. On a un besoin de réenchantement de la consommation qui avait été mis en évidence dans les recherches dès le milieu des années 90, où on s'était aperçu que les consommateurs, ou le consommateur, est un consommateur dit post-moderne. Le consommateur ne croit plus uniquement les slogans publicitaires, le consommateur ne croit plus uniquement la communication descendante, le consommateur veut réellement être acteur de sa consommation et acteur du monde dans lequel il agit et dans lequel il vit. Au niveau de cette consommation post-moderne, elle passe bien évidemment par de l'expérience. Expérience de consommation, mais également expérience au niveau des produits ou services que vous pouvez co-créer. Le consommateur souhaite participer à cette création de services ou de produits. Au niveau également des recherches, on sait que la fidélisation des clients passe par l'hédonisme. L'hédonisme, c'est la recherche de plaisir. Nous, en tant qu'individus, nous sommes de plus en plus à la recherche d'émotions positives et de plaisir dans toutes nos actions quotidiennes, que ce soit les actions de la vie courante ou dans nos actions de consommation. Autre chiffre clé également, donné INSEE, 75,7% des emplois en France dépendent du secteur tertiaire. Donc au niveau des services, on s'aperçoit, mais vous le saviez sans doute, que nous sommes une nation de services. Et donc les clients qui vont venir consommer des services dans un contexte particulier vont également être à la recherche d'émotions spécifiques et d'émotions positives. Au niveau de l'évolution de la consommation, on s'aperçoit que les objets de consommation, ce que vous allez consommer et la consommation globale, a également évolué. On est passé par des usages praxéologiques, l'usage du produit pour le produit en tant que tel, qui renvoyait le consommateur à une logique d'appropriation du produit, à une logique dans laquelle on n'est plus sur des expériences de consommation qui vont, elles, traduire des valeurs de consommation. Quand vous souhaitez consommer des produits bio ou quand vous souhaitez consommer des produits véganes, c'est parce que vous avez vous-même des valeurs personnelles qui vont guider également votre consommation. De même au niveau de la signification du soi par rapport à autrui, du soi projeté, du soi que vous voulez montrer aux autres, groupe de référence auquel vous appartenez, qui va participer à la construction de votre identité. Ainsi, quand vous êtes dans la peau d'un consommateur qui recherche du plaisir, ce consommateur, tout au long de son cycle de consommation, va être guidé par cette notion d'hédonisme et de plaisir. Et ça, quel que soit le service
qu'il souhaite acquérir ou le service qu'il va consommer. Plaisir de consommer, est-ce que pour vous la consommation est avant tout une nécessité ou un plaisir? On voit que le fait que ce soit un plaisir a toujours été plus bas qu'une nécessité. Tout simplement parce qu'au niveau de la consommation, de manière générale, quand on regarde les enquêtes du CREDOC, les individus répondent massivement que c'est une nécessité. On est obligé de se nourrir pour vivre, d'accord? Est-ce qu'il faut vivre pour manger ou manger pour vivre? Question. Et par contre, on voit sur ces dernières années, post-crise, qu'effectivement le plaisir est en train de remonter dans les enquêtes d'opinion. On s'aperçoit que les individus considèrent qu'effectivement la consommation doit être de nouveau un plaisir. Au niveau des environnements de consommation, il y a des chercheurs qui ont commencé à travailler sur cette notion de marketing expérientiel et de marketing sensoriel depuis les années 70. Avec Kotler qui nous avait donné une définition du marketing sensoriel, et suite à lui, on a eu Belk qui nous explique que l'environnement physique est constitué de plusieurs dimensions. Ces dimensions-là, elles vont participer à l'expérience de consommation, elles vont participer également au souvenir que l'individu va avoir de sa consommation. Donc, bien évidemment, quand on est dans un lieu de service, si je reste sur mon exemple des gares, gare et connexion, on a l'environnement proche, l'environnement physique, l'environnement tangible. Mais vous avez également l'environnement social. L'environnement social, c'est tous les individus qui vont interagir avec vous. Que ce soit le personnel de gare et connexion, les agents de sécurité, les agents vigilants, les militaires, les autres clients, etc., etc. Cet environnement social il va également avoir un impact sur votre perception. On a réalisé une étude, en aparté, sur la perception des tenues. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un vigile de sécurité habillé à peu près de façon classique, en costume, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un agent de sécurité habillé en tenue de pompier ou en tenue plus militaire? On s'aperçoit qu'il y a des réactions contre-intuitives, où le fait de trop marquer un élément va engendrer des réactions contre-intuitives, c'est-à-dire que l'individu, s'il vous lui montre un militaire, il va avoir peur, il ne va pas être rassuré. Donc au niveau de l'environnement social, c'est important. Au niveau de la perspective temporelle également, est-ce que l'individu souhaite accorder du temps à sa consommation? Est-ce qu'il a le temps nécessaire pour consommer? Ou est-ce qu'il ne s'agit que d'une prise de service sur un moment donné avec une perception temporelle réduite? Ensuite, la définition des tâches. Est-ce que votre client est là avec une tâche spécifique à réaliser ou est-ce que vous allez lui simplifier la tâche? On est dans un monde de plus en plus digitalisé. Digitalisation veut également dire expérientiel, étant donné que lorsque vous allez lancer une application, si cette application elle n'est pas assez ergonomique, l'individu ne va pas l'adopter. Donc au niveau de la définition des tâches, comment est-ce que vous organisez vos tâches dans la gare? Est-ce que le client doit faire des efforts pour acheter son billet, pour prendre son train, ou est-ce qu'au contraire vous allez lui simplifier la tâche à l'aide, pourquoi pas, de nudge pour le guider dans le lieu? Et ensuite, les états antécédents de l'individu, ce sont les états émotionnels de l'individu, les humeurs de l'individu, avant qu'il ne rentre dans votre lieu de rencontre, dans votre lieu de service. Est-ce que l'individu était de mauvaise humeur, ce qui peut arriver, ou est-ce qu'il était plutôt de bonne humeur? Ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Par contre, vous pouvez tout à fait essayer de le faire changer. Je passe rapidement là-dessus. Pour arriver aux études, je suis désolé, je bavarde beaucoup. Au niveau des études qui ont été réalisées donc dans le marketing sensoriel dans un univers de service, j'ai pu réaliser une étude dans le cadre de mon doctorat avec le groupe Crédit Agricole Banque, la caisse Centrest. Au niveau de cette étude, elle portait sur le marketing sensoriel et plus exactement sur la diffusion de parfums dans des agences. C'est saugrenu, je vous l'accorde, mais j'ai travaillé là-dessus pendant 3 ans. Donc l'idée, c'était d'essayer de créer un parfum qui soit en congruence avec l'image de la banque, un logo olfactif, et d'essayer de voir de manière scientifique si ce logo olfactif, en fonction du lien qu'il avait avec l'image de la banque, plus ou moins fort, avait des impacts sur la réaction des individus, sur les états émotionnels de l'individu, sur la perception de l'environnement de service et, in fine, sur la satisfaction des clients. Donc, au niveau de ce travail, l'objectif pour la banque, c'était d'essayer de changer l'image de la banque. Vous connaissez toutes et tous les banques. À l'heure actuelle, quand vous rentrez dans une agence, c'est en train de changer, mais généralement, c'est très standardisé. Et les banques se sont aperçues qu'elles avaient une baisse de leur fréquentation, une baisse de flux au niveau des agences. Pour essayer de redraguer le client et faire en sorte que les clients reviennent dans les agences bancaires, les banques se sont toutes posé la question de casser leur modèle traditionnel. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, vous voyez des banques qui vont vous proposer du café. Vous voyez des banques qui vont uniquement vous proposer un lieu de coworking dans lequel vous pouvez venir prendre un petit peu de documentation et repartir.
Au niveau de ce marketing sensoriel, le fait de travailler sur la diffusion de parfums durant une interaction avec un conseiller financier, l'idée c'était de casser également cette image et de la changer. Et donc on a travaillé sur la création d'un logo olfactif. Ici vous avez mon modèle de recherche. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'était juste pour vous montrer en fait les variables qui ont été étudiées. Perception de l'environnement, réponse affective, les émotions de l'individu, qualité perçue de l'interaction. Est-ce que le fait de parfumer un lieu a amélioré la qualité perçue de l'interaction que vous avez avec la personne en face de vous? Et enfin, par effet de médiation, est-ce que l'on arrive à améliorer la satisfaction de nos clients? Au niveau de la création du logo olfactif, ça s'est déroulé dans une première phase d'étude où j'ai interrogé 19 individus clients et 17 employés. On a passé des entretiens, donc je discutais pendant 1h30 avec eux pour essayer de percevoir l'image de cette banque. Les 3 marqueurs fondamentaux du Crédit Agricole étaient les suivants: honnêteté, convivialité, responsabilité. 2012, on est juste après la crise, ça m'avait étonné. En réalité, l'item honnêteté, il apparaît parce que cette banque, elle n'était pas encore prise dans les affaires. Amporecki a été découvert juste après. Mais auparavant, toutes les autres banques étaient engluées, le Crédit Agricole surnageait au-dessus. D'où des résultats un peu étonnants, mais mis en perspective, on comprend pourquoi. Au niveau de la convivialité, c'est tout simplement parce que les employés du groupe Crédit Agricole étaient perçus comme très conviviaux quand on rentrait dans les agences. Et au niveau de la responsabilité, ils étaient perçus comme étant extrêmement tatillons sur les pièces administratives à fournir. Et bien souvent, les clients me disaient que les employés de Crédit Agricole étaient trop tatillons, mais effectivement, c'était des réglementations législatives qu'ils devaient respecter, mais que comparé à d'autres concurrents, ils étaient un peu tatillons. Au niveau de l'expérimentation, pour pouvoir tester cette diffusion de parfums et voir si ces parfums ont réellement un impact au niveau des individus et de leur satisfaction, j'ai choisi 3 agences totalement similaires en tout point. Au niveau du design, au niveau des caractéristiques sociodémographiques des employés, au niveau des caractéristiques sociodémographiques des clients. Et j'ai diffusé 2 parfums dans ces agences. Un parfum fortement congruent, qui était très en phase avec l'image du groupe, et un parfum faiblement congruent, qui était juste en phase avec l'image du groupe. J'ai diffusé donc ces parfums dans ces 3 agences, et j'ai récolté 473 questionnaires validés. En réalité, j'en avais plus de 600, mais certains n'ont pas été complètement remplis avec des données aberrantes, donc ils ont été exclus de l'analyse. Et j'ai également interrogé 112 collaborateurs pour essayer de percevoir cette perception du côté employé également. Au niveau des résultats, alors là, c'est juste des simples tests T. En fait, ça va nous permettre de montrer s'il y a des différences significatives. Si les résultats que l'on a obtenus entre 2 situations testées sont liés au hasard ou non. En l'occurrence, ici, on s'aperçoit que sur l'évaluation des éléments physiques, par rapport à l'absence de parfum, le parfum faiblement congruent va améliorer la perception des éléments physiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une banque, en l'occurrence Crédit Agricole, quand je diffusais un parfum qui est faiblement congruent avec l'image de cette banque, les individus vont avoir l'impression que les éléments physiques mis à leur disposition, les tables, les chaises, les dalles, les ordinateurs, sont de meilleure qualité qu'en l'absence de parfum. Résultat à avoir en tête pour la suite, car c'est intéressant. Ensuite, autre résultat intéressant, c'est la mesure affective du lieu. La mesure affective du lieu, c'est l'idée de voir si ce lieu est attrayant, si ce lieu donne envie aux clients. Au niveau de cette mesure affective, on s'aperçoit que dès lors qu'on va diffuser un parfum, on a une différence significative par rapport à une absence de parfum. Ce qui veut dire que dès lors qu'on va diffuser un parfum, qu'il soit fortement congruent ou simplement congruent avec l'image de cette banque, on va améliorer la perception du lieu en termes affectifs. Ce lieu sera perçu comme étant plus attrayant pour les clients. Enfin, on a une dimension stimulante. Ici, la dimension stimulante, on voit qu'elle est marginalement significative entre le parfum congruent et l'absence de parfum, c'est-à-dire qu'on a quand même un effet positif, mais surtout on retrouve un effet très positif et encore plus important au niveau de l'absence de parfum par rapport à un parfum faiblement congruent. Ce qui signifie que le lieu va être perçu comme étant un peu plus stimulant pour un individu dès lors qu'on va diffuser un parfum faiblement congruent dans cette banque. Intéressant parce qu'au niveau de la stimulation, on relie ça aux capacités cognitives de l'individu. Il est face à un banquier, il doit réfléchir. C'est intéressant pour lui de se sentir un peu stimulé. Et enfin, pourquoi tout à l'heure je disais de vous rappeler des éléments physiques? Tout simplement parce que par effet de médiation, ces éléments physiques vont avoir un impact positif sur la satisfaction. Ça signifie que dès lors que vous allez diffuser un parfum faiblement congruent, oui, allez-y. Oui, j'ai une question sur le mot congruent. Comment vous faites pour faire que votre parfum, donc c'est olfactif,
soit congruent avec des notions quand même assez... Enfin, c'est pas du tout des odeurs, hein, comme la responsabilité, l'honnêteté, etc. Comment vous faites? Alors ça, j'ai utilisé des échelles de mesure sur ma congruence bidimensionnelle, caractère attendu et caractère pertinent. Et ensuite, avec ces échelles, donc j'avais 5 items qui mesuraient ce niveau de congruence, et je posais la question en diffusant des parfums à des clients. Est-ce que ce parfum est rattaché, selon vous, à une notion de responsabilité dans ce lieu, ou non? Si par exemple on avait fait le test pour avoir une discrimination au niveau des senteurs, j'avais diffusé une senteur de barbe à papa. Bien évidemment, dans une banque, ça ne semblait pas responsable. D'accord? C'était juste pour bien vérifier qu'effectivement les gens étaient capables de discriminer différentes odeurs. Et en fait, les 2 parfums que j'ai testés au final, c'est le résultat d'un test sur 8 parfums au total. Ce qui veut dire qu'au départ j'en ai testé 6, ensuite j'en ai gardé 2. Ces 2-là, je les ai testés, ils avaient des bons niveaux de congruence, mais je n'obtenais pas de différence significative entre les 2 parfums. Donc j'ai retravaillé avec un parfumeur qui lui m'a remodifié la formule, et ensuite j'ai retesté de nouveau ces 2 nouvelles propositions, et là je me suis aperçu que j'avais une différence significative entre les 2, sur le niveau de congruence. Ouais, des fois on a un peu d'argent en recherche, je suis désolé, mais c'est comme ça qu'on avance. La temporalité, parce que dans la journée, c'est pas la même chose. Hein. Tout à fait. Tout à fait. J'ai pas eu de différence significative. J'avais contrôlé la temporalité au niveau des horaires de passage, j'avais contrôlé la température et j'avais contrôlé également la météo, pour voir s'il n'y avait pas un impact de ces facteurs externes sur la relation de service. Et en réalité, j'ai pas eu d'impact. Mais ça, j'ai d'autres recherches, notamment d'autres collègues, qui m'ont démontré, rayonné, qui avaient travaillé là-dessus et qui il n'y avait pas eu d'effet sur ces tests non plus. Non, Régnier, vous regardez dans sa thèse, il n'y a pas eu d'impact. Et ces parfums, vous nous donnez le nom des parfums. Les noms du parfum, c'est le parfumeur qui les avait notés, c'est lui qui les avait dénommés. Quelle est la fragrance dans ces parfums? Au niveau du parfum qui est le plus faible, c'est de la lavande, est-ce que c'est que... Non, au niveau du parfum le plus faiblement congruent, il y a des notes de base qui sont des notes de cèdre. Ensuite, vous avez des notes d'agrumes et des notes de thé vert qui vont casser en fait les notes d'agrumes et qui vont apporter un côté floral dans le parfum. Le type de plante utilisé, ça a des effets différents. Tout à fait. Sur le plan médical et psychologique. Tout à fait. Je ne peux plus trop d'accord là-dessus. Tout à fait. Donc au niveau de l'effet de médiation, juste pour dire que quand vous allez percevoir des éléments physiques d'une meilleure façon que sans parfum, vous allez améliorer in fine la satisfaction de l'individu. C'est pour ça que cette notion d'élément physique ou d'affect positif était importante dans le début de ma présentation. Est-ce que le panel en fait était conscient qu'il y avait la diffusion de parfums ou pas? Je contrôlais à la fin pour savoir s'ils avaient perçu ou non la senteur. Et de mémoire, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a une grande partie de la population, une majorité qui ne ressent pas l'odeur en réalité. Quand on lui dit qu'il y a une senteur, elle le perçoit, elle le verbalise, mais de manière consciente, elle n'y arrive pas. Okay. Est-ce qu'après, en fait, vous avez aussi travaillé sur des phénomènes d'accoutumance, c'est-à-dire que la première fois, puis la seconde, etc. Non, j'ai pas pu travailler là-dessus parce qu'en fait, moi, vu que j'ai fait mon étude pendant 3 mois, j'avais pas forcément des clients qui revenaient dans l'agence. C'était une piste d'amélioration, effectivement, mais j'ai pas pu artificiellement demander aux clients de revenir pour un deuxième entretien. Mais c'est une limite de l'étude, là-dessus, tout à fait. La deuxième étude qu'on a réalisée avec des collègues de l'Université de Nanterre et du Mans, c'est une étude qui a été réalisée avec Gares et Connexions. L'idée, c'était de diffuser des parfums dans des gares pour essayer de voir si ça pouvait améliorer la perception de la propreté et la perception de la sécurité en gare. Ce sont des questions sur lesquelles travaille Gares et Connexions et M. Delpy va revenir là-dessus, je pense, juste après. Au niveau de ces perceptions, on est dans un contexte actuel qui est relativement particulier, avec un contexte sécuritaire à mettre en avant. Et l'idée pour Gares et Connexions, c'était d'essayer de voir si des parfums pouvaient améliorer la perception de la sécurité et ou améliorer la perception de la propreté. Au niveau des odeurs de propre, on a des travaux qui nous montrent que les senteurs de propre vont éveiller un sentiment de moralité et de pureté chez les individus. Si vous évoluez dans un environnement avec des individus qui sont parfumés, on a des recherches qui nous montrent que les individus parfumés sont perçus comme plus moraux que les individus non parfumés. Ça peut sembler logique, mais ça a été démontré également. Et du coup, l'idée, c'était d'essayer de voir si on avait un impact sur la sécurité perçue également. Donc, les questions qu'on s'est posées, c'est quid de l'impact d'une odeur de propre sur la propreté, c'est tautologique, en fait, et ou sur la sécurité perçue par les voyageurs dans une gare. Ces effets dépendent-ils du type d'odeur de propre diffusée? Au niveau du type d'odeur de propre diffusée, vous pouvez avoir des senteurs qui vous semblent naturelles ou des senteurs qui vous semblent totalement synthétiques.
L'idée pour nous, c'était d'essayer de faire un travail sur ces deux dimensions, naturel versus synthétique. Et synthétique, c'est par exemple la javel, oui, mais typiquement, si vous êtes dans une gare et que vous diffusez une senteur de produit lavant, l'individu client va se dire que ce n'est pas une odeur naturelle, c'est quelqu'un qui a passé ce produit. Si vous diffusez une senteur d'herbe coupée, il peut tout à fait y avoir un peu d'herbe côté et ça peut sembler plus naturel pour l'individu. Donc on a joué sur ces dimensions-là. Naturelle, elle peut être naturellement dans le lieu, versus artificielle, c'est quelqu'un, la gare a eu une action sur cette senteur. Au niveau de notre étude, on a réalisé donc, à la gare de Lyon l'année passée avec de vrais clients. On a travaillé donc, sur plusieurs semaines, 4 semaines consécutives, et on a interrogé en fait dans 4 conditions expérimentales différents individus qui avaient les mêmes caractéristiques sociodémographiques, on l'a contrôlé par la suite. Et au niveau des senteurs, vous avez bien les deux dimensions naturelles, donc avec la situation de contrôle où il y a l'odeur égare en réalité. On a l'odeur d'herbe coupée, odeur qui peut sembler naturelle dans ce type de lieu. Et ensuite, on a une odeur de lessive linge frais et une odeur de savon fleur d'oranger. Au niveau de ces deux senteurs-là, ce sont des odeurs de propre, d'accord, mais ce sont des senteurs qui sont perçues comme étant synthétiques de la part des individus, dans le sens où il y a eu une action humaine pour les amener dans ce point de passage en ce lieu. Au niveau des résultats que l'on a obtenus, on voit qu'on a un effet effectivement, une différence significative quand on va diffuser une senteur d'herbe coupée. Herbe coupée, on s'aperçoit qu'on a une différence significative très élevée par rapport à la situation de contrôle et des différences un peu moins marquées mais significatives par rapport à fleur d'oranger, linge frais. Et en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, on avait posé des hypothèses sur cette dimension naturelle versus synthétique et que, effectivement, l'odeur de propre dans la gamme meilleure la propreté perçue du lieu dès lors que cette odeur est plaisante. On ne va pas diffuser des senteurs non plaisantes, ça pourrait être le cas, on ne l'a pas fait, on n'a pas pris le risque, et naturelle. Donc là, on valide notre hypothèse. On a la situation de contrôle, mais dès lors qu'on va ajouter une senteur propre et perçue comme étant naturelle dans ce lieu, on va avoir des différences significatives. Ensuite, au niveau de la sécurité perçue, ici, on s'aperçoit que le parfum de propre augmente le sentiment de sécurité dès lors que l'odeur de propre est synthétique. Ici, vous avez les 4 moyennes des 4 types de parfums, donc avec la situation de contrôle, 3 parfums plus une situation de contrôle, et on a cherché à regarder les différences significatives. Et en fait, on a groupé les 2 senteurs dites naturelles, et on a groupé également les 2 senteurs dites artificielles, on a moyennisé les deux groupes, et on s'est aperçu qu'on avait effectivement des différences significatives. Donc, au niveau de la sécurité perçue, dès lors que le parfum est synthétique, on a un impact sur la perception de sécurité. Tout simplement parce que le prestataire, ayant réalisé une action dans ce lieu, on a le sentiment en tant qu'individu qu'il est actif dans ce lieu. Et donc, au niveau de notre perception, ça renforce ce sentiment de sécurité. Ensuite, on a également utilisé un macro de Pritchard et Ayers pour faire des médiations, et on s'est aperçu qu'on avait une médiation validée sur la sécurité perçue. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, mais c'est peut-être lié au contexte, oui. Vous êtes un peu casse-pied. Non, allez-y, on est là. Vous avez dans vos odeurs, en fait, vous avez pris 2 dimensions, une synthétique et une artificielle. Ouais. Oui, synthétique ou artificielle. Et naturelle. Donc vous avez dit finalement, c'est quand on a l'impression que quelqu'un est intervenu, donc vous expliquez a posteriori. Mais moi, quand je regarde vos machins, moi je vois linge frais, fleur d'oranger, et puis d'autres herbes coupées, etc. Pour moi, ça n'a pas du tout la même signification. C'est mon linge frais, ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est venu pour nettoyer, bon. Alors que fleur d'oranger, c'est plutôt, ça m'évoque moi personnellement en tout cas, plutôt le voyage, etc. Donc c'est pas du tout sécuritaire. Donc la dimension que vous donnez, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit la bonne dimension. Au niveau de linge frais, en fait, on avait déjà testé dans une précédente étude qu'on avait réalisée quelques mois auparavant avec fleur d'oranger. Et au niveau de linge frais, il y avait des liens avec le foyer. Parce que cette odeur de linge frais était vraiment corrélée avec le linge, la lessive. Et quand on avait pré-testé auprès d'individus, donc là c'était du Cali, il nous donnait tout de suite cette notion de grand-mère, de foyer, de maison. Et du coup, il y avait cette notion de sécurité derrière, du foyer. Au niveau de fleur d'oranger, effectivement, c'était un peu moins marqué concernant cette perception-là. Mais on avait encore ce lien-là. Étant donné que le prestataire nettoie le lieu, c'est qu'il est présent dans ce lieu. Donc c'est pour ça. Mais c'est des recherches en cours. Et effectivement, on a beaucoup d'effets qui demandent à être creusés tout de suite. Typiquement ici, par exemple, au niveau de la satisfaction, on est chez
SNCF, Gare et Connexions. La propreté perçue, on s'aperçoit que par effet de médiation, n'a pas d'impact sur la satisfaction. Or, c'est l'un des points, et je pense que vous allez y revenir, M. Delpy, qui est fondamental pour SNCF. Mais à l'heure actuelle, et c'est sans doute un effet contextuel, le sentiment de sécurité perçu, et je suis sûr que malheureusement, si on avait refait cette étude lundi ou mardi, on aurait eu des effets encore plus importants. Donc au niveau des questions que l'on peut se poser, et effectivement ça c'est un peu des pistes, une conclusion et des pistes de recherche, on s'aperçoit qu'on a des effets, mais les effets ne sont pas systématiques. On a des effets positifs des parfums synthétiques de propre, quand on va s'intéresser à cette notion de sécurité, un effet médiateur. Par contre on s'aperçoit qu'au niveau du parfum propre, naturel, ça ne va pas jouer sur les mêmes variables dépendantes. Donc l'idée c'est réellement de poursuivre nos recherches. Caractère plaisant et congruence du parfum avec le lieu, souvent mis en avant mais pas suffisant. On s'aperçoit qu'effectivement on peut avoir des impacts de certains types de parfums sur certaines variables, mais nous n'avons pas encore trouvé le parfum idéal pour agir sur la variable de sécurité, la variable de propreté, la variable d'attrait, etc. du lieu. Et enfin, on a également des pistes de recherche sur le scepticisme et le contrôle des individus. On a des recherches qui nous montrent que lorsque l'individu se sent manipulé ou sent une manipulation de part du prestataire de service, il va avoir tendance à se fermer. Il va avoir tendance à réagir de façon négative. Et du coup, là-dessus, nous, on a quelque chose à faire. Parce qu'au niveau des parfums, certes, une grande partie de la population peut ne pas les percevoir, mais dès lors qu'on les perçoit, notamment dans une gare, est-ce qu'il y a ce sentiment de manipulation qui apparaît derrière? Donc ça, ce sont des questions qu'on est en train de se poser et sur lesquelles on va travailler. En conclusion, on s'aperçoit qu'on a quand même des effets positifs du parfum. Bien évidemment, ça dépend du type de parfum et ça dépend quelles sont les variables dépendantes que l'on va étudier. On a également des effets contextuels, je viens de l'expliquer, au niveau notamment de la sécurité et au niveau de la SNCF, où il y a des problématiques de gare qui sont nouvelles, qui sont en travaux, etc. etc. Importance des effets de médiation pour voir des variables médiatrices éventuellement et voir si ces variables médiatrices ont un impact sur les variables dépendantes finales. Perception holistique de l'individu, c'est-à-dire que SNCF vous expliquera peut-être lors de la table ronde qu'on travaille bien évidemment sur un élément, le parfum. Mais en réalité, l'individu, quand vous passez dans une gare, il n'y a pas que le parfum, il y a du bruit, il y a la perception des militaires, il y a la perception de la foule, il y a la perception des assises, il y a l'éclairage, donc c'est une perception holistique. Là, on est vraiment sur un travail de chercheur, c'est-à-dire qu'on s'est focalisé sur une variable et on a des résultats, mais sur une seule et unique variable. Intérêt des entreprises pour ce type d'études. J'ai pu travailler avec des entreprises et je pense que les entreprises sont demandeuses de ce type d'études. Alors pas forcément sur mon sujet qui est un peu farfelu, mais en tout cas on s'aperçoit qu'on peut travailler avec des entreprises sur beaucoup d'études scientifiques. Et intérêt également des clients dans le sens où au niveau du bien-être et des émotions positives, le groupe Crédit Agricole, suite à ce doctorat, a décidé d'équiper 400 de ses agences avec des diffuseurs de parfums. Parce que vous aviez un intérêt sur les émotions positives déclenchées sur les clients, mais également au niveau du collaborateur, je n'en ai pas parlé, nous avions également des réactions positives. Et donc le groupe Crédit Agricole, pour avoir ce double effet, en interne niveau RH et en externe niveau clientèle, a choisi d'équiper 400 de ses agences avec le parfum faiblement congruent. Je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser la parole à M. Delpy et ensuite on échangera si ça vous convient. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Étienne Delpy, je travaille chez SNCF Gare et Connexions, SNCF Gare et Connexions, qui est une direction, une branche de la SNCF en charge de l'exploitation et du développement des 3000 gares françaises. Je vais vous faire participer, je vous remercie par avance pour votre belle participation, en 2017, qui est allé dans une gare pour prendre le train ou autre. Donc on est 30. Donc on a 2 tiers d'entre vous qui y sont allés. Et je vais faire participer le dernier rang par hasard. Ça vous évoque une gare. Quelle émotion spontanément vous avez quand on parle de gare? Quelle émotion vous avez? C'est quoi l'adjectif qui vous viendrait en tête spontanément? Le voyage, l'Espagne. Un adjectif. C'est beau, c'est sympa, c'est propre, c'est agréable. C'est ça. C'est ça. C'est l'attente. C'est bruyant. C'est bruyant. C'est grand. C'est grand. Agora. Allez, l'avant-dernier rang. Encore adjectif. Donc vous voyez, c'est plutôt des adjectifs assez négatifs. On parle ici de bruit, de mauvaises odeurs, d'espace, peut-être un peu de sentiment de perte.
Donc des gares qui sont globalement dans l'imaginaire collectif, tout le monde y va et c'est plutôt teinté négativement. Tous les Calis nous disent, les gares c'est des lieux qui sont traditionnellement en marge des villes, dans lesquels on trouve les marginaux. Donc, un vrai sujet pour Gare et Connexion. Donc, Gare et Connexion, au sein de SNCF, vous avez bien entendu des transporteurs, TGV, TER, Intercité, RER, etc., franciliens, et vous avez une deuxième grande branche qui s'appelle SNCF Réseau et qui est en charge du développement de l'infrastructure, des rails, des postes d'aiguillage, qui les entretient et les développe. Et au sein de Mobilité, vous avez la petite mais dynamique branche SNCF Gare et Connexion, qui est en charge du développement et d'exploitation des 3000 gares françaises. 3000 gares françaises, avec un effet de Pareto important entre des grandes gares comme Gare du Nord et Gare de Lyon, et d'autres gares un peu qui interrogent nos connaissances en géographie. Donc 3000 gares, 10 millions de clients par jour qui viennent dans les gares, qui à 80% pour prendre le train, 20% pour traverser, attendre, venir chercher quelqu'un, avec au final 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires qui viennent principalement des redevances, des péages que payent les transporteurs quand vous avez un train qui arrive en gare de Toulouse-Matavio, ou qui part pardon, de la gare de Toulouse-Matavio, il va payer un péage qui va correspondre à un forfait de charge attaché à l'entretien du site, au développement du site, à la maintenance. Et ce péage va être amélioré, va être minoré par les redevances qu'on touche en gare de la part des nombreux commerces qui sont là. Le client va en gare, va acheter son journal chez Relais, et il y a une partie de la redevance, 50%, qui va venir en déduction du péage, qui est un forfait de charge que payent les transporteurs. Donc ça, c'est en synthèse le modèle économique de Gare et Connexion, qui est une activité régulée, c'est-à-dire qu'il y a une activité qui ne peut pas être déficitaire et qui refacture 100% de ses charges aux transporteurs, avec un sujet de est-ce que les charges qu'on fait supporter aux transporteurs sont-elles bien les bonnes, est-ce que l'investissement est bon, on va toujours être taxé en tant qu'activité régulée, d'avoir une mauvaise utilisation des ressources qui sont les nôtres, dans la mesure où on n'a pas de compte de résultat, enfin on a un compte de résultat mais on ne peut pas être déficitaire, donc ça peut interroger notre efficience. Et je fais le lien avec l'étude qu'on a commandée sur l'odeur en gare, c'est quand vous décidez de parfumer 3000 gares ou même 300, ça a un coût. Pour vous donner un exemple, Gare du Nord, le niveau d'échange transilien, par mois, c'est 10 000 euros pour parfumer l'espace. 10 000 euros par mois. Donc, vous voyez, il y a une somme, il y a une question de la bonne responsabilité des engagements que nous faisons, enfin, des investissements que nous faisons, de l'exploitation que nous avons des gares. Et donc avec la question de, quand on décide de parfumer une gare, ou qu'on a cette intention, à quoi ça sert? Est-ce que ça a de la valeur pour le transporteur, pour le client, pour le donneur d'ordre qui au final est l'État, les collectivités? Donc avec tous ces sujets-là. Donc le sujet de l'efficience et du bon investissement. Sur ces éléments-là, 10 millions de clients, 2 millions de mètres carrés à entretenir et à exploiter, 3 000 gares, 1 milliard de chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a un chiffre qui vous surprend plus qu'un autre? Rien ne vous surprend. Parce que moi, ce qui me surprend, c'est les 10 millions de clients par jour. 10 millions de clients par jour, c'est-à-dire que tous les ans, dans les gares, passent 3 milliards de personnes. 3 milliards de personnes dans les gares. Ce qui peut poser la question de notre mission. Gare et Connexion, vous avez 3 000 gares, vous devez les entretenir, faire des visites régulières, réparer la toiture, faire les diagnostics amiantes, s'assurer que l'électricité est en charge, et rendre accessible PMR, donc on peut être considéré comme un gestionnaire d'actifs immobiliers. 2 millions de mètres carrés. Or, nous, notre mission, c'est d'être gestionnaire de flux, c'est d'accueillir tous les jours 10 millions de clients. 10 millions de clients, c'est quoi? C'est l'équivalent du Grand Paris, tous les jours, qui vient dans les gares. C'est l'équivalent de 3 fois Berlin, c'est 17 000 Airbus A380 tous les jours. Et c'est, par an, 36 fois l'aéroport de Paris. En 10 jours, le 10 janvier, on a accueilli autant de clients dans les gares françaises que l'aéroport de Paris, donc Roissy-Charles de Gaulle en un an. D'où notre raison d'être, notre mission à accueillir ces 10 millions de clients par jour avec une raison d'être qui est d'être City Booster, c'est-à-dire qui est de développer l'environnement, le quartier de la gare dont nous sommes. Gare et Connexion a l'ambition d'être un quartier de la gare, de la ville, et de développer l'environnement dans lequel il est. La gare, on pourrait considérer, avec toutes les valeurs négatives que vous avez en tête, que vous avez exprimées, qu'au final, c'est un parking à train dans lequel on vient prendre un train, on repart, on y passe le moins de temps possible. Notre ambition, c'est d'accueillir confortablement, avec des dimensions fortes de bien-être, de service, d'expérience, 10 millions de clients par jour, et de développer les villes. Pourquoi? Parce que les 3 clients que nous avons autour de ces 10 millions, c'est bien entendu, en B2C, c'est le consommateur final, donc il va être le client qui prend le train, mais également le riverain qui va à la gare
Les fumeurs me comprendront le dimanche chercher leur paquet de cigarettes, qui vont venir en fin de journée acheter quelque chose à manger, qui vont acheter leur journal, etc. C'est également les transporteurs qui nous payent ce péage pour pouvoir arriver ou partir des gares, et donc qui vont avoir à cœur que la gare participe à la préférence du train. Quand vous allez choisir de vous déplacer, vous avez des options de voiture, d'avion, d'autopartage, de train, et dans la prise de décision qui va être la vôtre sur l'influence de quel moyen de transport je vais utiliser quand j'ai l'alternative, vous allez donc aussi prendre en compte le facteur gare, comme vous prenez en compte le facteur aéroport. Est-ce que c'est facile d'y accéder? Est-ce que c'est un lieu qui est agréable? Est-ce que c'est un lieu qui est pratique? Est-ce que c'est un lieu dans lequel je vais avoir du service supplémentaire? Donc la gare participe à la préférence train. Et en ceci, Gares et Connexions a la responsabilité d'accompagner le développement du ferroviaire en France. Enfin, il y a plus de 50% des investissements gares qui viennent des collectivités, des régions qui financent les TER, l'État. Donc on a on a une vraie responsabilité par rapport aux collectivités, par rapport à l'État. Et donc, on a à cœur aussi que cette stratégie City Booster serve aux villes dans lesquelles on est, c'est-à-dire que les gares deviennent un vrai pôle de dynamisme des villes. Pour vous donner un exemple, Toulouse-Matabiau, vous savez que la gare entame une grande phase de transformation. Il va y avoir des travaux extrêmement conséquents. Pour 1 euro investi dans la gare, il y a 4 euros investis dans le quartier. Donc vous voyez cette puissance qu'a la rénovation de la gare de Toulouse-Matabiau pour transformer le quartier dans lequel il est. Donc avec des travaux qui sont en cours, bien entendu, avec l'AGLO pour repenser toutes les voies d'accès, la configuration du quartier, afin de booster la ville, la dynamiser dans cette logique de City Booster. Donc l'attention portée au client, vous voyez, va servir à la fois donc, le client final, les transporteurs, et en B2G, la puissance publique, qui est au final notre actionnaire et notre principal financeur. Est-ce que à ce stade, vous avez des questions, des remarques, des interrogations? Au niveau international, les gares qui sont déjà des centres commerciaux n'ont pas du tout l'aspect des nôtres. Pas complètement d'accord avec vous. On voit des gares qui sont effectivement des centres commerciaux, comme on en voit en France. C'est pas une finalité d'être un centre commercial. Quelle est votre question par rapport à ça? C'est que les gares à l'étranger se sont posées ces questions-là avant nous. Vous pensez à quelle gare? J'ai entendu un reportage au Japon, il y a des centres commerciaux qui sont gouvernement de gares, et qui sont les gares sont conçues comme un vrai centre commercial, un vrai lieu de vie. C'est pour ça que je fais le lien avec les rénovations qui arrivent à Toulouse. Moi j'ai déjà entendu que ça existait ailleurs, que cet aspect-là était déjà pris en compte ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on va à Gare du Nord et qu'on va les boutiques Gare du Nord, on n'a pas forcément envie d'y rester. Non. C'est sombre, on ne peut pas dire que c'est un centre commercial. On peut dire qu'on a des boutiques dans une gare. Et enfin, toutes les grandes gares parisiennes, c'est vrai qu'on est. Alors que vraiment à l'étranger, on a des cas, alors c'est peut-être des cas anecdotiques. Non, c'est pas anecdotique. C'est en plus l'image que vous avez présentée tout à l'heure en disant, voilà, un espace ouvert. Alors, il y a plusieurs choses. Là, je vous parle de l'ambition qu'on a aujourd'hui, la raison d'être de Gares et Connexions, qui va être un City Booster, donc avec cette transformation affirmée. Un bel exemple en France, c'est Paris-Saint-Lazare. Oui. Paris-Saint-Lazare, pour ceux qui ont pu y aller, c'est un peu l'illustration de ce qu'on souhaiterait faire ailleurs. Paris-Nord 2024, il y a une transformation de Paris-Nord, qui aujourd'hui est une vraie verrue, Paris-Nord, c'est extrêmement compliqué. Paris-Nord 2024, donc il y a un projet de transformation de la gare, 300 millions d'euros d'investis, et une multiplication par 10 des surfaces commerciales. Dans le Financial Times, il y a 6 mois de ça, il y a marqué l'endroit à Paris dans lequel il faut investir, c'est le quartier de la gare du Nord. Parce qu'il y aura une rénovation de la gare qui va complètement transformer le client. Donc on est bien dans cette logique dans laquelle on souhaite être Gares et Connexions, de transformation du quartier, de City Booster. Vous parlez des gares à l'international. Il y a énormément de configurations de gares. Il y a le Japon qui est toujours considéré comme étant une référence. Au Japon, il faut savoir, il y a une utilisation, et on pense souvent à Tokyo, il y a une utilisation des transports en commun qui n'a absolument rien à voir avec la nôtre en termes de flux. Et qui dit le flux dit revenus commerciaux. Et il y a le fait qu'au Japon, il y a un tropisme, c'est que les gens ne mangent pas chez eux. Donc vous allez aller dans des gares au Japon, déjà
Il n'y a pas une gare avec plusieurs transporteurs, il y a une gare par transporteur. Donc vous allez aller dans la plus grande gare du Japon, vous allez avoir 5 gares l'une sur l'autre avec des correspondances qui se font. Et chaque transporteur est responsable de sa gare et responsable de la valorisation commerciale autour de sa gare. Donc il y a des centres, des linéaires commerciaux qui se créent avec uniquement des petits commerces de bouche. Donc on est dans les configurations qui sont intéressantes mais qui sont radicalement différentes des nôtres, mais qui ont cette logique de se dire en fait il y a tout un pôle de vitalité économique qui se crée autour de ces lieux de flux naturels que sont les gares. Mais on est bien. Pardon ? Parce que Exactement, on y vient. le transport de demain, c'est ça, quand il y a la mobilité. Alors on y vient après, on va voir que dans cette logique, il me reste 10 minutes donc on va avancer, dans cette logique, on parle beaucoup commerce, on va parler service aussi. Parce que quand on dit l'idée c'est pas non plus que de dire on fait un centre commercial dans lequel il y a les trains qui arrivent accessoirement. L'idée c'est d'être plus que ça, c'est d'être un quartier de la ville. On y vient avec ce sujet de comment transformer l'expérience du client dans la gare. On a arbitrairement défini 5 grandes dimensions qui nous semblent caractériser l'expérience que peut avoir un client dans une gare. Et ces 5 dimensions sont l'information, en amont et sur place, statique et dynamique, le déplacement, donc la facilité à se connecter à la gare et à se déplacer, donc les escalators, les ascenseurs, etc. La dimension propreté et sûreté et la qualité du moment passé en gare / le confort, et enfin la dimension service et commercial. Ces 5 grandes dimensions qui sont arbitraires, avec lesquelles on travaille depuis 10 ans maintenant. On fait tous les ans, on interroge 40 000 clients dans les différentes gares en disant quelle note vous donnez sur 10 à ces différents items de la gare, et après on leur demande est-ce qu'ils sont satisfaits de la gare. Donc ça nous permet de croiser, à travers la covariance, les leviers qui ont plus d'impact sur la satisfaction. Quand vous êtes mécontent de Paris Nord, comme vous l'avez exprimé, c'est quels sont les items qui vont être les plus pointés du doigt. Par exemple, Paris Nord, vous allez dire la gare elle est extrêmement sale, je ne me sens pas en sécurité, je ne l'aime pas. Donc nous, on va en déduire que c'est cette dimension propreté et sûreté qui va faire la note. Donc au final, enquête après enquête, on se rend compte que c'est la notion de propreté et de sûreté en premier lieu et de confort ensuite. Enfin, la notion de propreté, sûreté et de confort qui fait 50% de la satisfaction en gare. Ces 2 items-là, c'est vraiment des fondamentaux. Et quand ces fondamentaux sont là, on peut commencer à travailler sur les autres. Donc c'est vraiment des leviers importants de la satisfaction client en gare. Et pour les travailler, donc là vous voyez l'évolution de ces items-là dans le temps. Et pour les travailler, on a décidé d'avoir une posture d'humilité, de réinterrogation. Ça fait depuis 120 ans qu'en France, on exploite des gares, on est gestionnaire de flux, donc on peut se dire qu'on a une certaine expertise sur le sujet. Or, on a décidé de se réinterroger complètement et en se disant, c'est quoi la propreté en gare ? Parce que quand on s'est mobilisé il y a 2 ans sur cette question de propreté en gare, on s'est dit, on veut progresser sur la propreté en gare, et qu'est-ce que c'est que la propreté en gare ? Jusqu'alors, on considérait que c'était nettoyer la gare. Nettoyer. Donc on a beaucoup travaillé sur cette dimension-là. Or, ce qui nous intéresse, c'est moins que la gare soit propre, mais c'est que les clients aient la conviction que la gare soit propre, que leur sentiment par rapport à la propreté de la gare augmente. Et quand vous avez des gares qui sont des bâtiments historiques, qui sont lézardés, avec le marbre qui se fissure, avec la pierre qui se grisaille, vous allez avoir une impression un peu de... Je ne sais pas le terme, vous allez m'aider, mais de... Exactement. Et donc, là-dessus, il y a la question de comment on va transformer le regard du client. Transformer le regard du client, déjà, c'est mettre en avant toutes les ressources qu'on met au service du nettoyage. Donc, c'est retravailler sur la tenue du prestataire propreté. Ça a l'air de rien. C'est travailler à est-ce qu'on parfume les gares, est-ce qu'on fait une ambiance olfactive et quel est l'impact. Et là, on peut dire, ouais, c'est formidable, on va parfumer les gares, les clients ont l'impression qu'elles sont plus propres. On s'est dit, c'est peut-être pas évident, d'où notre travail qu'on a fait avec ex-IAE et avec l'équipe, à savoir c'est quoi le parfum et quel sentiment ça déclenche. Et vous avez vu que c'est pas sur la propreté que ça nous vient, mais c'est bien sur la sûreté. En parlant de sûreté, on va travailler également, je ne sais pas si je l'ai là, on a travaillé sur la tenue de la sûreté. C'est quoi la tenue d'un agent de sûreté pour qu'il soit visible et pour qu'il renvoie une impression de protection de sûreté. Et la question qu'on avait, c'est est-ce qu'on souhaite une tenue qui soit très technique, avec des chaussures, enfin bref, avec une tenue technique type un peu CRS pompier, ou une tenue beaucoup plus videur de boîte de nuit, oreillettes, costumes, etc. Donc on a travaillé sur les sentiments qui étaient sous-jacents à ces 2 tenues. D'autres points qu'on a travaillé, c'est les toilettes. Quand vous demandez aux clients, est-ce que les toilettes de la gare
quelle image vous en avez? C'est affreux, c'est sale, c'est abominable, etc. Les clients, ils nous notent 6 sur 10 sur la propreté des toilettes. Avant d'y être allés, une fois qu'ils y sont allés, ils nous notent à 7 sur 10. Donc vous voyez que la perception des toilettes est inférieure à la propreté constatée, ou vécue, à l'expérience qu'ils ont eue. Donc sur les toilettes, on a décidé de confier les toilettes des gares, ou du moins les 35 premières gares, à un concédé, donc un commerçant, pour les relooker complètement et les transformer. Donc c'est le concept que vous voyez là. Toulouse, malheureusement, n'y est pas encore, il sera l'année prochaine. On a continué à travailler en disant qu'on investissait la dimension de la propreté en créant un robot poubelle qui s'appelait Baril. Et ça, c'est pour prendre la parole autour de la propreté en disant les clients ne vont pas aller à la poubelle, tous les clients ne vont pas à la poubelle, et donc les clients sont acteurs de la propreté, il faut qu'ils aillent à la poubelle, et s'ils ne vont pas à la poubelle, la poubelle ira à eux. Avec Baril, la poubelle nous dit. Ça, voilà. On a travaillé avec les concédés pour, vous savez, en gare, vous avez les agents SNCF qui sont contactés par 5% des clients, donc les points de contact sont assez faibles, et il y a tous les prestataires propreté, les commerçants, vous avez les personnels de sûreté, vous avez les agents qui entretiennent les bâtiments, et donc on a décidé de les associer à cette dimension d'accueil et de réassurance du client. Voilà, là un certain nombre de travaux, mais qui nous intéressent moins qu'à présent, et les services. On a parlé de la propreté de la sûreté, on a parlé du confort en gare, qui sont des fondamentaux. Derrière, il y a tous les services en plus qui vont participer à l'expérience du client, au fait que la gare soit un lieu de vie, au fait que la gare soit considérée comme un endroit agréable, sympathique, où j'ai une expérience positive, d'où la mise en place de pianos, d'où la mise en place de distributeurs d'histoires courtes qui permet d'avoir une petite histoire, d'où la mise en place des baby-foot et d'autres stations de recharge. C'est du confort. Excusez-moi, mais en aucun cas vous avez parlé de transport. Non. Et moi je me pose la question parce que est-ce que vous avez déjà été dans une gare et avec une valise? Oui. Et est-ce que dans cette valise, elle était chargée et éventuellement vous étiez en retard entre le métro, le hall de gare et votre montée dans le train? Vous voyez, une perte de temps, tout le monde court. Je pense qu'il manque quelque chose, c'est des petites navettes en interne jusqu'à la porte du wagon. Et ça c'est vraiment l'avenir. Il n'a pas été La SNCF est une entreprise qui appartient à tout le monde. Et chacun a des expériences vécues sur la SNCF, sur le train. Je passe beaucoup de temps et toujours avec beaucoup de plaisir avec des associations de consommateurs. Mais je sais, on est tous consommateurs du train. 3 millions de clients, on est tous. Moi aussi, hier j'ai pris le train, je sais qu'il y a 2-3 choses qui ne m'ont pas plu du tout. On est tous consommateurs du train, on a tous une histoire particulière au train, on a tous un sujet. Le sujet du bagage est un sujet important. On attend de l'aborder. Pardon, je ne parle pas du bagage. C'est très important parce que quand vous voyez des chariots de bagages, alors que vous êtes pressé, vous voyez avec votre bagage, vous voyez les chariots prioritaires par rapport à vous, moi j'aimerais bien une navette qui m'emporte jusqu'à mon bagage. C'est un exemple. Vous parlez de bagage. Moi, mon bagage. Oui, vous parlez de vous, de votre expérience en tant que de bagage, tout à fait. On parlait de bagage, je ne sais pas Julien si on attend. On s'accorde 2 minutes parce que j'ai déjà pris un peu de retard, j'en suis désolé, on reste ensemble jusqu'à midi et quart. Question intéressante pour vous. Oui, bien sûr. Merci d'autres là-dedans. C'est gratuit. Le sujet du bagage en gare. Alors, on est dans la dimension du confort, on est surtout dans la dimension de la gestion de flux. On avait un vrai sujet par rapport à 2 sujets. Un, le sujet de l'accès au train. Quand vous avez 800 personnes qui viennent prendre un train et qui ont 20 minutes pour le prendre, on a un sujet de fluidité des circulations. Et donc on s'est posé la question de comment est-ce qu'on gère 800 personnes qui ont des bagages de taille différentes, des rythmes de déplacement différents et des niveaux de gestion de stress différents. Parce que quand le panneau s'affiche, vous avez 20 minutes pour y aller et que tout le monde s'engouffre, se pousse, se bouscule, c'est juste absurde. Vous avez 20 minutes pour le prendre, vous pouvez attendre 3 minutes que tout le monde parte et y aller, mais non. C'est la cohue et c'est comme ça. Et c'est toujours des moments qui sont jugés comme des moments de grand stress par les clients. Le moment de l'affichage du train et cette cohue qui va, le train n'attend pas, il faut y aller, etc. Et donc il y a la question du bagage. On a pris la décision il y a 5 ans de supprimer les chariots à bagages. Parce que les chariots à bagages, il y avait plusieurs problématiques vraiment critiques. Un, c'était le fait que ça engorgeait les flux dans plusieurs gares. De 2, ça coûtait une fortune parce que... D'où les navettes. Vous savez combien ça coûte? Ça coûte 600 € pièce.
sur une gare moyenne comme Toulouse, on s'en faisait voler entre 45 et 50 les gros week-ends. Voilà, avec l'augmentation du prix du métal, etc. Donc c'était un coût. Donc on passait notre temps à racheter des bagages de Charles, des chariots à bagages, de deux à payer des agents pour les ramener, parce que le chariot à bagages, vous l'abandonnez devant votre voiture, et derrière, il faut payer quelqu'un qui va le ramener, avec de nouveau d'engorgement de flux, etc. Donc on s'est dit, le sujet du bagage, il n'est pas là, il est ailleurs, et donc on est en train de travailler en évolution de la poubelle mobile à un robot autonome qui vous amènerait votre bagage à la voiture. Et on pense que c'est ça l'avenir. On a mis dans des grandes gares des agents qui portent des bagages, qui vous portent le bagage. C'est très peu utilisé. C'est très très peu utilisé. On a travaillé sur le fait de pouvoir réserver son port de bagage. Très peu utilisé aussi. Pourquoi? Et on a fait des enquêtes. On s'est dit, les clients nous disent le bagage c'est un problème. Ok, donc on a dit on va vous faire un système, et vous pouvez le voir, quand vous réservez votre billet, vous pouvez le réserver aussi, un agent qui vous attend et qui vous accompagne, qui porte votre bagage. Et c'est très peu utilisé, mais très peu, c'est dans 5 par semaine dans les grandes gares. Pourquoi c'est peu utilisé? On a interrogé les clients, parce qu'à la contrainte d'arriver à l'heure à votre porte de voiture, pas au train, à votre porte de voiture et à votre place, vous rajoutez la contrainte d'avoir un autre rendez-vous qu'il faut honorer avec une personne, vous n'êtes pas sûr qu'elle sera là, à un endroit donné de la gare, à une heure donnée. Donc vous rajoutez une contrainte dans votre parcours. Donc les clients nous ont dit, moi ma contrainte, je préfère être autonome et maîtriser mes moyens que de me rajouter cette contrainte supplémentaire. Donc on pense que l'avenir, ça va être des robots, et l'avenir c'est dans 2 ans, des robots dans lesquels qui sont à votre disposition, vous mettez votre bagage dessus et ils vous accompagnent, c'est lui qui vous guide jusqu'à votre porte de voiture. Et on pense que ça a à la fois de la valeur en termes de qualité de service et en termes d'orientation des clients. Alors moi, je reviens encore une fois sur la problématique que je vous ai dit. Imaginez une petite voiturette de golf. Je parle de golf parce que hier on était au golf. Donc c'est juste une manière d'une petite voiturette de golf ayant 4-6 places, 8 places peut-être, mais qui permettent aux gens qui sortent du métro d'aller directement. C'est ça qui parle. Et en plus, aujourd'hui, ça serait humain, demain, ça sera robotisé, effectivement, mais des navettes. Donc, voilà. Ok. On pourra poursuivre ce débat autour du repas si vous le souhaitez. Mais par contre, je vais devoir laisser la parole donc, à Siaël et Johan.